Ma fille est rentrée à la maison en larmes après avoir été invitée à une réunion de Noël chez ses grands-parents. Visiblement bouleversée, elle m'a tendu un cadeau emballé en silence. Maman, regarde ça. Pourquoi dois-je endurer cela? Me dit-elle. Les mots me manquaient. En ouvrant le paquet, j'ai réalisé qu'il n'était pas approprié pour un enfant. Alarmé, j'ai immédiatement signalé l'incident à la police, ce qui a permis d'exposer et de bouleverser les actions de la personne qui avait offert le cadeau. Cet incident a provoqué un drame familial important et la personne responsable a dû faire face à de graves conséquences. À 45 ans et avec un mari plus jeune travaillant dans la même entreprise, je me suis lancée dans une nouvelle carrière à 34 ans après un commentaire désobligeant d'un ancien employeur. Sur mon lieu de travail actuel, l'âge et le sexe ne sont pas pris en compte, et mon mari, qui était alors mon supérieur hiérarchique, m'a apporté un grand soutien. Nous nous sommes rapidement mariés et avons aujourd'hui une fille de 4e année, une âme douce qui aime lire et fait preuve de gentillesse à l'égard de tous. Mes relations avec la sœur de mon mari sont toutefois tendues. Malgré mes bonnes relations avec ma belle famille, elle me désapprouve parce que je suis plus âgée que mon mari et se moque de notre mariage rapide. Ses commentaires désobligeants sur mon âge et les changements physiques dus à la grossesse étaient blessants, mais j'ai essayé de rester indifférente pour ma tranquillité d'esprit. Son attitude n'a changé que lorsqu'elle s'est mariée rapidement et a déménagé, ce qui a réduit nos interactions et m'a épargné ses railleries. Ce changement m'a permis de me concentrer sur l'accueil de notre fille. Malgré les difficultés de l'accouchement. La naissance de notre fille, bien que difficile, a marqué une étape joyeuse dans notre vie. Sans la négativité qui avait assombri notre bonheur. Le soutien indéfectible et les paroles encourageantes de mon mari ont été déterminants pour la naissance de notre fille. Lorsqu'elle a pleuré pour la première fois dans la salle d'accouchement, sa gratitude et sa reconnaissance de mes efforts nous ont fait pleurer de joie. Cependant, 5 mois après l'arrivée de notre fille, ma belle-sœur a donné naissance à un garçon et a repris ses visites à notre domicile, chaque voyage durant 1 heure. Son but semblait être d'établir des comparaisons défavorables entre nos enfants et de faire des remarques désobligeantes sur mon âge qui affectaient négativement ma fille. Selon elle, les rides supposées sur le visage de ma fille étaient visibles par rapport à la police de son enfant, et alors que je m'adaptais aux exigences de la nouvelle parentalité, je me suis retrouvée stupéfaite par son audace. Elle arrivait les mains vides, n'apportant aucun élément essentiel pour le bébé, et repartait avec des couches et du lait maternisé, sous prétexte qu'elle voulait éviter d'en manquer. Ce comportement me laissait très perplexe. C'était comme si la raison première de sa visite était de me rabaisser et de s'emparer des fournitures comme si c'était son droit. Elle a fini par cesser ses visites, le travail de son mari les obligeant à déménager dans un autre état. Nous avons connu une brève période de tranquillité jusqu'à ce que notre fille entre à l'école primaire et découvre que sa cousine y était également inscrite. Malgré nos relations familiales tendues, notre fille et sa cousine ont développé une amitié chaleureuse. Elle, plus âgée, gentille et sincère, s'est occupée de lui. Il est devenu très populaire parmi ses camarades. En 3e année, ils étaient dans la même classe et ma fille a été récompensée pour un projet d'été de réflexion sur la lecture, qui a même été publié dans le journal local. Cette réussite est devenue un sujet de conversation pour la famille et les proches, en particulier lors d'une visite à ma belle famille. À cette occasion, de nombreux membres de la famille se sont rassemblés, peut-être en raison de la reconnaissance de ma fille. Cependant, ma belle-sœur a semblé troublée par l'attention portée à notre famille. Elle s'est plainte que c'était injuste, affirmant que le livre célébré était destiné à son fils, alors que les enfants avaient échangé leur livre d'un commun accord. Après avoir lu les 2 options, ils ont décidé ensemble du compte-rendu de livre à rédiger, faisant preuve d'un esprit de collaboration que mon neveu a apprécié. Cet incident a mis en évidence la capacité des enfants à partager et à se soutenir mutuellement, ce qui contraste fortement avec les conflits et les malentendus des adultes. Mon neveu avait une préférence pour le livre que ma fille avait lu en premier, gracieusement. Elle lui a permis de le choisir. Lorsque j'ai raconté cette histoire, ma belle-sœur m'a accusé à tort d'avoir composé la réflexion primée pour ma fille, se rappelant peut-être que j'aimais écrire des romans pendant mes études, un fait qu'elle a probablement appris de mon mari. À mon insu,
Elle répandait également des rumeurs malveillantes à l'école, insinuant que j'avais utilisé mes relations personnelles avec les juges du concours pour avantager injustement la réflexion de ma fille. Et la diffusion de ces accusations sans fondement a profondément attristé ma fille, au point qu'elle s'est désintéressée de son passe-temps favori qu'était la lecture. Pour moi, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je ne pouvais pas supporter de la voir si découragée, non seulement à cause des fausses allégations dont j'étais l'objet, mais aussi parce qu'elle était devenue la victime de ragots cruels. Avant d'agir, je me suis confiée à mon mari. Détaillant pour la première fois l'étendue de la méchanceté de sa sœur à mon égard depuis notre mariage. Elle avait notamment pris des vêtements destinés à notre fille, arguant du fait que les nourrissons ne pouvaient pas discerner les vêtements spécifiques à leur sexe, et avait fait des remarques désobligeantes sur mon apparence pendant la grossesse, me comparant à un lutteur de sumo. Outré par le comportement de sa sœur, mon mari a décidé qu'il était temps d'impliquer ses parents, en insistant pour leur faire part personnellement de la situation. Avec ses parents, il a confronté ma belle-sœur à son domicile. Sa joie initiale de voir sa famille lui rendre visite à l'improviste s'est rapidement transformée en choc face à la sévère réprimande de mon mari. Elle a réagi en dirigeant sa colère vers moi, m'accusant de l'avoir trahi au profit de son frère préféré, se posant ainsi en victime pour tenter de se défausser de sa responsabilité. Dans un premier temps, j'ai répondu à ses appels téléphoniques, les prenant pour des tentatives de réconciliation, avant de me rendre compte qu'elle ne faisait qu'évacuer ses frustrations. Finalement, j'ai réglé son numéro pour qu'il tombe directement sur la messagerie vocale, ignorant ainsi ses tentatives de me contacter. Les appels ont cessé au bout de 2 semaines, ce que j'ai d'abord attribué à une perte d'intérêt de sa part. Cependant, j'ai appris plus tard que ce n'était pas la raison. En décembre, une fête de Noël pour les enfants a été organisée chez mes beaux-parents, une première pour eux, ce qui a suscité ma curiosité quant au moment choisi. Néanmoins, ma fille était ravie d'être invitée, se souvenant de la joyeuse fête de Noël qu'elle avait vécue à la maternelle et espérant un événement similaire dans son école élémentaire, qui n'organisait malheureusement pas de telles festivités en raison de sa politique en matière d'événements religieux. Je m'interroge souvent sur la nécessité d'une adhésion stricte aux traditions religieuses alors que Noël lui-même est devenu une fête universellement appréciée, célébrée différemment dans le monde entier. Cette pensée me traverse l'esprit, d'autant plus que j'ai remarqué que certains parents sont très attachés au maintien de leurs connotations religieuses. Ces 2 dernières années, décidés à embrasser l'esprit festif à notre manière, ma fille et moi avons choisi de célébrer Noël confortablement à la maison. Elle a particulièrement apprécié l'échange de cadeaux, un moment fort de notre célébration. Cette année, une invitation de mes beaux-parents nous a suggéré un budget modeste de $11 pour un échange de cadeaux lors de leur fête de Noël. Ma fille et moi nous sommes lancés dans une petite aventure dans un vaste centre commercial à proximité. À la recherche du cadeau idéal. Elle a finalement opté pour l'un de ses livres d'images préférés, impatiente de partager son histoire et la joie qu'il lui a procurée avec quelqu'un d'autre pendant la fête. Le jour de la fête, le cadeau en main, elle s'est rendue chez mes beaux-parents, à quelques minutes en bus de notre domicile. Après avoir prévenu ma belle-mère de son arrivée imminente, elle a gentiment proposé d'aller la chercher à l'arrêt de bus. Un appel de sa part m'a ensuite assuré que ma fille était bien arrivée, ce qui m'a permis d'oublier momentanément mes inquiétudes. Cependant, cette tranquillité a été de courte durée. Près de 50 minutes plus tard, le bruit inattendu de l'ouverture de la porte d'entrée, un jour de semaine, m'a prise au dépourvu. Mon mari était au travail et j'étais à la maison, travaillant à distance pendant les vacances d'hiver de ma fille. La vue qui m'a accueillie était déchirante, ma fille était assise à l'entrée. En larmes. Elle m'a tendu un sac emballé dans un papier cadeau, son expression suggérant que le contenu allait tout expliquer. À l'intérieur, j'ai trouvé un journal avec son reflet de lecture déchiré en morceaux, accompagné d'une carte menaçante écrite à l'encre rouge, nous avertissant de ne pas devenir trop arrogant sous peine de finir comme l'animal en peluche mutilé qui se trouvait également dans le sac, défiguré et taché d'encre rouge pour imiter le sang. Ce spectacle inquiétant était loin d'être une farce inoffensive. Ma fille m'a révélé que ce cadeau inquiétant était l'œuvre de ma belle-sœur, une révélation qui m'a stupéfiée. La fête devait être un événement joyeux centré sur les enfants,
les adultes s'étant mis d'accord pour s'abstenir de préparer personnellement des cadeaux. Pourtant, même si je n'accompagnais pas ma fille à la fête, j'ai été stupéfaite d'apprendre la présence de ma belle-sœur et l'acte odieux qu'elle avait commis à l'égard de ma fille. Et si ma belle-mère avait été au courant de la présence de sa fille, elle m'en aurait certainement informé, comme elle avait toujours insisté pour que nous l'informions de tout problème causé par sa fille. Cette rupture d'accord m'a laissé consternée, soulignant une tentative délibérée de nous nuire à l'insu de ma belle-mère. Lorsque ma fille est rentrée à la maison bouleversée, je lui ai rappelé de raconter ce qui s'était passé à sa grand-mère. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, ma tante est intervenue, déclarant qu'elle ne l'avait pas rappelé et que seuls les enfants liés aux écoles missionnaires étaient les bienvenus. Et ma fille, perplexe, a demandé ce qu'était une école missionnaire, me laissant à court de mots. Récemment, un parent avait été accepté dans une école missionnaire, ce qui avait suscité de nombreuses discussions au sein de la famille. Le fils de ma belle-sœur a fréquenté une école maternelle missionnaire et nous avions entendu des histoires de parents qui ne savaient pas qu'ils étaient liés à de telles écoles jusqu'à ce qu'ils s'y inscrivent. Notre choix était différent. Nous avons opté pour une école maternelle locale et une école primaire publique pour notre fille. Il semble que ma belle-sœur ait profité de l'occasion pour rabaisser ma fille. Bouleversée par le cadeau menaçant que ma fille avait reçu, je me suis précipitée au poste de police, insistant sur la gravité de la menace, malgré la réticence initiale de la police à intervenir, suggérant que l'affaire soit réglée en famille. Heureusement, une policière a reconnu la gravité de la situation, admettant que les menaces et la violence au sein des familles sont effectivement des délits à signaler. Elle a compris notre peur et a pris des mesures immédiates en promettant de rendre visite à ma belle-sœur avec un avertissement. Le soir, lorsque mon mari est rentré à la maison, j'ai raconté les événements de la journée. Outré, il a condamné les actes malveillants de sa sœur et a contacté ses parents, qui organisaient la fête de Noël et prétendaient ignorer l'incident. Ils ont supposé que ma belle-sœur avait pu se faufiler par une porte arrière non verrouillée. Alors que ma belle-mère était préoccupée par d'autres responsabilités, la fête a été confiée aux plus jeunes membres de la famille. Après l'avertissement sévère de l'officier de police à ma belle-sœur sur les conséquences de ses actes, ma belle famille, troublée par la possibilité d'un comportement criminel, a organisé une réunion de famille pour discuter de l'affaire. Lors de la réunion qui s'est tenue chez mes beaux-parents, ma belle-sœur et son mari sont arrivés en retard, la belle-sœur étant visiblement mécontente et impénitente de l'intervention de la police, tandis que son mari ne semblait pas informé de l'objet de la réunion. Cette situation a mis en évidence la gravité du problème et a suscité une discussion collective au sein de la famille sur la manière d'aller de l'avant et de résoudre les tensions sous-jacentes. Lorsque le mari de ma belle-sœur a enfin été mis au courant des agissements de sa femme à l'égard de notre famille, son choc était palpable. Jusqu'alors, il n'avait pas du tout pris conscience de l'ampleur de la situation. En nous présentant ses excuses, il a semblé sincèrement éprouver des remords, ce qui contraste fortement avec ma belle-sœur, qui est restée défiante et ne s'est pas excusée. Son raisonnement, selon lequel l'absence d'arrestation par la police équivaut à l'innocence, a laissé tout le monde sans voix, témoignant d'un niveau de déni que nous avons eu du mal à comprendre. Dans une tournure surprenante des événements, il a annoncé sa décision de divorcer. Cette révélation nous a tous stupéfiés, car il n'y avait aucun signe extérieur de problème dans leur mariage. Expliquant sa décision, il a raconté comment elle avait supporté son comportement, qui était passé de la négligence des tâches ménagères et de la garde des enfants à la peur causée par l'imprudence. Son obsession pour les apparences l'a conduite à de multiples déménagements inutiles, motivés à chaque fois par sa vanité et le désir de maintenir un certain statut social plutôt que par les exigences réelles du travail. Ces déménagements étaient souvent justifiés par ses ambitions pour leur fils, comme la tentative de l'inscrire dans des écoles maternelles prestigieuses, ce qui n'aboutissait qu'à une déception et à un embarras supplémentaire. Finalement, ils ont opté pour une école primaire publique, un choix motivé par la préférence de leur fils, soutenu par son père contre les réticences initiales de sa femme. Et la décision du mari de divorcer n'a pas été soudaine, mais l'aboutissement d'années de frustration, accélérée par le harcèlement récent de la femme. Prise au dépourvu par l'annonce du divorce, ma belle-sœur a tenté de s'excuser faiblement, apparemment dans un ultime effort pour renverser la situation,
affirmant que ces actions n'étaient que des plaisanteries ou des farces. Cependant, la gravité de ces actes, en particulier le message hostile destiné à un enfant, va bien au-delà de ce que l'on pourrait qualifier de plaisanterie. Un tel comportement, qui peut susciter la peur même chez les adultes, est indéfendable et met en évidence la rupture irrémédiable de la confiance au sein de la famille. J'y l'ai confronté. En soulignant l'écart entre ses actions et les instincts d'un parent nourricier. Ce n'est pas parce que vous êtes parent que vous avez automatiquement des instincts parentaux, ai-je fait remarquer, suggérant que son comportement était loin d'être celui que l'on attendrait d'une personne jouant ce rôle. Mon mari, témoin de ses larmes, lui a fermement dit que pleurer n'était pas une solution au problème, surtout à son âge. Elle ne devait pas s'attendre à ce que la sympathie l'absout de ses actes. Pourtant, elle a continué à pleurer, niant toute faute et se demandant pourquoi on la blâmait. Elle a même suggéré que la désapprobation de la famille provenait de mon mariage avec son frère, laissant entendre que le problème venait de mon âge plutôt que de ses actions. Son manque de compréhension de la gravité de son comportement nous a tous laissés sans voix. Et mon mari a été particulièrement déconcerté par son incapacité à saisir la situation. L'atmosphère étant lourde de tensions non résolues, la discussion s'est brusquement arrêtée et son mari n'a eu d'autre choix que de la raccompagner chez elle. Leur procédure de divorce s'est ensuite déroulée, entachée par la résistance de la jeune femme à reconnaître ses fautes. Seule la révélation innocente de son fils au sujet de la fête de Noël a fait pencher la balance et l'a amené à accepter le divorce à contre-séure. Son fils, sans aucune mauvaise intention, a raconté à ses camarades de classe le troublant échange de cadeaux dont il a été témoin, en particulier l'image troublante d'un animal en peluche mutilé et taché de rouge, ressemblant à du sang. Cette confession s'est rapidement répandue dans la communauté scolaire, suscitant l'inquiétude des enseignants et des parents. Suite à cette révélation, ma fille a eu du mal à retourner à l'école. L'incident et les ragots qui s'ensuivirent, la reliant à l'histoire de sa cousine, lui ont fait perdre le moral. Le lien entre son absence et les événements de la fête de Noël est devenu un sujet de spéculation, soulignant l'impact d'un acte irréfléchi sur la vie des personnes concernées. J'avais espéré que toute cette affaire aurait pu être résolue discrètement, permettant à ma fille de retourner à l'école lorsqu'elle se sentirait prête. L'intention de son cousin de partager cette expérience pénible n'était pas de s'amuser, mais de lancer un appel désespéré pour faire cesser les actions néfastes de sa mère. Témoin de l'impact de ces révélations, son mari a été contraint d'accélérer la procédure de divorce, acceptant ces conditions justes pour finaliser leur séparation. Entre-temps, elle était devenue largement connue dans la communauté pour son comportement menaçant envers les enfants, ce qui lui a valu d'être ostracisée et même d'être confrontée à l'hostilité des voisins. Se sentant prise au piège et vilipendée, elle a considéré le divorce comme une échappatoire, imaginant qu'un retour au domicile parental lui apporterait du réconfort. Cependant, son ex-mari est resté fermement décidé à conserver la garde de leur fils, une décision qu'elle a acceptée sans trop se battre, déclarant froidement son indifférence à l'égard de son fils, car elle envisageait de se remarier, affirmant que les enfants n'étaient qu'un inconvénient pour ses projets. Ces paroles cruelles ont été accueillies par un rejet courageux de la part de son fils. Il a exprimé qu'il n'avait pas besoin d'elle dans sa vie, trouvant du réconfort auprès de son père et l'avertissant de ne pas rapprocher sa cousine. Sa situation s'est aggravée lorsqu'elle est retournée chez ses parents, où on lui a refusé l'entrée, la laissant seule face aux conséquences de ses actes. Sa spirale descendante l'a conduite à des situations précaires pour satisfaire ses besoins de base, à accumuler des dettes auprès de sources peu recommandables et finalement, elle a disparu de nos vies. Mon mari et ses parents ont choisi de ne pas donner suite au signalement d'une personne disparue, acceptant son absence comme une résolution. Par la suite, ma fille a repris confiance en elle pour aller à l'école, où sa cousine continue de la soutenir en lui promettant de veiller sur elle. Cette période difficile a renforcé de manière inattendue les liens entre nos familles, en particulier avec mon ancien beau-frère, car nous nous sommes unis pour soutenir les enfants. Ma belle famille a accueilli les deux petites enfants avec enthousiasme, s'occupant d'eux et les soutenant en l'absence de ma belle-sœur. En l'absence de ma belle-sœur, notre famille a trouvé la paix et a développé une relation forte et confiante, débarrassée des tensions antérieures.